Je vais commencer par vous présenter l'agence Qualité Construction. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle connaisse l'agence Qualité Construction. J'aime bien commencer par un petit sondage. Qui a déjà entendu parler de l'agence Qualité Construction? C'est bien mieux que je ne le pensais. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vais quand même faire un rappel rapide sur notre mode de fonctionnement. Ayant en tête que nous sommes une association loi 1901, créée en 82 et nous sommes reconnus d'intérêt général, nous avons une particularité. Vous la voyez au tableau, c'est que nous regroupons la quasi-totalité des acteurs de la construction au niveau national dans le bâtiment. Nous avons 4 délégations régionales, donc votre serviteur en face de vous à Strasbourg, mais également à Lyon, à Bordeaux et à Rennes, à midi. Et nous avons une mission principale qui est d'améliorer la qualité des projets et de diminuer la sinistralité dans le bâtiment. Alors, une fois que ça c'est dit, j'aime bien quand même illustrer les choses par quelques chiffres que je vais vous demander de bien vouloir commenter, sauf pour ceux qui les connaissent déjà. À votre avis, 10%, c'est 250 000, qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que ça peut représenter dans le bâtiment? Qu'est-ce que ça peut représenter en termes de non-qualité ou en termes de sinistralité? On se lance, hein, parce que l'objet c'est de vous faire interagir, mais on n'a pas énormément de temps, donc je vous invite vraiment à vous lancer, n'hésitez pas. 10%. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être le chiffre? Oui, monsieur. Le nombre de morts. L'hypothèse est intéressante, mais elle est pucée. Marion, je le disais tout à l'heure, on s'occupe que de bâtiments, les personnes finalement, on s'en préoccupe pas, c'est ça. Non, mais l'hypothèse était bonne. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que peut être le chiffre d'affaires dans le bâtiment chaque année? 2 500 000. Combien j'ai entendu? 2 500 000. Oh, on est un peu au-delà. Et c'est plutôt 120 à 130 milliards d'euros par an à peu près chaque année. Bon, ben, les 10%, c'est ce qu'on estime être le pourcentage de non-qualité qui pénalise et qui impacte le bâtiment chaque année. Donc considérez qu'on a 12 à 13 milliards d'euros qui chaque année partent en non-qualité dans le bâtiment. Donc non-qualité, entendons bien, hein, c'est pas sinistralité, non-qualité, ça va être l'obligation par exemple de revenir faire ce qui avait déjà été fait parce que le compagnon qui est arrivé à votre suite a défait ce que vous aviez fait. Mais il y a en tête ce chiffre-là. Et 250 000 250 000, c'est le nombre de dommages qui sont déclarés chaque année en France au titre de l'assurance dommage ouvrage. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire, il y a un enjeu en termes de qualité, il y a un enjeu en termes de sinistralité dans le bâtiment en France, et que vous soyez déjà professionnel ou que vous soyez futur professionnel, c'est quelque chose dont vous devez avoir conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, ces chiffres, j'aime bien les illustrer par des photos. On a chaque année à l'agence Qualité Construction un concours qui s'appelle « Les désordres dans le bâtiment, la preuve par l'image ». Donc Marie-Ange vous a déjà montré que nous avions un certain nombre de photos particulièrement spectaculaires. Pourquoi j'aime bien présenter ces 3 photos-là? Parce que comme vous pouvez le voir, on a 3 grands types de sinistres qui sont en lien, enfin, 3 grands types de sinistres qui sont, je dirais, les grands types de dégâts qu'on peut avoir aujourd'hui dans le bâtiment. En haut, qu'est-ce que vous voyez? Incendie de quoi, à ton avis? De cheminée, t'es sûr de ton coup? Monsieur? Ouais, panneau solaire, effectivement. Donc ça, c'est pour vous dire, parfois il y a des équipements, alors on sait que la transition énergétique c'est nécessaire, mais parfois il y a des équipements qui posent des problèmes. Et quand ces équipements sont diffusés un peu partout en France, ils peuvent poser de graves problèmes. Je ne reviens pas sur l'humidité, Marie-Ange en a parlé tout à l'heure, mais gardez bien en tête qu'un bâtiment de plus en plus étanche, puisqu'on est sur des réglementations environnementales qui demandent à avoir des bâtiments de plus en plus étanches. Qui dit bâtiment de plus en plus étanche dit également difficulté accrue à évacuer l'humidité, à évacuer l'eau. Et puis la dernière photo. Ça vous perturbe pas, notamment les jeunes, tiens, ça perturbe personne. Non, le boulot vous semble correctement fait? Non, on va dire qu'il y a
peut-être eu un petit problème de communication entre les professionnels qui sont intervenus sur le bâtiment, et que peut-être qu'un de ces professionnels n'a pas très bien compris quelle était la fonction d'une poutre. Parce que manifestement, cette poutre-là, elle assure plus sa fonction. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est pour faire une introduction rapide. Vous dire aussi que comment est-ce qu'on fonctionne ? On fonctionne comme une espèce de gigantesque base de données. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un sinistre quelque part en France, il va nous être transmis et on va pouvoir faire des analyses à partir de ces remontées de sinistres. Je ne m'étends pas, mais c'est l'idée générale. Alors, sur le dispositif REX bâtiment performant dont je vous ai déjà parlé, Marie-Ange, l'enjeu pour nous, c'est certes de repérer ce qui ne fonctionne pas forcément très bien dans le bâtiment, mais l'objet, c'est certainement pas de dire voilà, ça fonctionne pas bien, et de nous moquer ou de stigmatiser les professionnels, les maîtres d'ouvrage qui peuvent porter ces documents. L'enjeu, c'est d'être en mesure de progresser, et à partir de ce qui ne va pas, être en mesure de proposer des améliorations dans la manière de fonctionner dans le bâtiment. C'est ça l'idée générale. On vous l'a dit, des rapports thématiques qui sortent chaque année, donc un sur le radon, mais sur d'autres thèmes également, je ne m'étends pas. Et j'avance jusqu'au radon. Donc pourquoi est-ce que nous, Agence Qualité Construction, qui sommes essentiellement préoccupés de bâtiments, nous nous sommes intéressés plus particulièrement au radon? D'abord, le radon, ça a été dit tout à l'heure, c'est un gaz radioactif, mais est-ce que vous avez davantage d'éléments sur ce gaz? Excusez-moi. C'est un gaz effectivement qui provient de l'écorce terrestre, qui est issu de la dégradation de l'uranium notamment qui se trouve dans l'écorce terrestre. Oui, tout à fait. Il y en a. À vrai dire, il n'y en a pas qu'en Guyane, il y en a un peu partout. C'est une particularité de ce gaz, c'est qu'il est omniprésent. On en trouve dans des concentrations qui peuvent varier beaucoup, mais on en trouve un peu partout. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On en trouve quand même davantage, on en trouve partout, mais on en trouve quand même davantage dans des sols qui sont plutôt des sols granitiques et des sols volcaniques. On verra tout à l'heure sur une carte, mais il est quand même majoritairement représenté dans ce type de sol. Il a une caractéristique qui est un petit peu ennuyeuse, qui est qu'il est cancérogène. L'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu comme gaz cancérogène depuis 1987. Et non seulement il est cancérogène, mais il a aussi cette particularité lorsqu'il se dégrade, puisque comme tous les gaz radioactifs, il a une durée de vie et il se dégrade. Il a la particularité lorsqu'il se dégrade de créer ce qu'on appelle des descendants solides qui sont encore plus toxiques, qui sont encore plus cancérogènes. Donc ces descendants toxiques, ce sont du polonium, ce sont du plomb 218, ce sont du bismuth 214 si je ne me trompe pas. Voilà, donc des éléments qui sont eux aussi extrêmement cancérogènes et qui ont notamment tendance à s'accumuler dans les poumons et qui peuvent provoquer des cancers des poumons. Donc on a un véritable enjeu de santé publique autour de ce gaz radioactif. Il est important de s'en préoccuper. Alors une fois que je vous ai dressé ce tableau un peu catastrophique de la situation, dont je rappelle un gaz cancérogène qui est présent un peu partout à la surface du globe, comment est-ce qu'on peut agir? Le radon a cette particularité-là, c'est qu'il va avoir tendance à s'accumuler dans les bâtiments. Donc ça, c'est un enjeu très important. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'était quelque chose d'important pour les bâtiments performants? Parce que qui dit accumulation dans des bâtiments de plus en plus étanches, dit qu'on aura des difficultés à voir ce gaz s'échapper, qu'il aura tendance à s'accumuler. Donc on peut avoir des bâtiments qui, avant rénovation thermique, vous voyez passer du radon, mais arriver tant bien que mal à l'évacuer, qui après rénovation thermique deviennent des bâtiments qui accumulent extrêmement le radon. Donc on a un vrai enjeu dès lors qu'on est sur des bâtiments performants, dès lors qu'on est sur des bâtiments en rénovation thermique, on est sur un vrai enjeu là aussi de se préoccuper en amont du radon de manière à pouvoir le gérer sur le long terme. Il y a une particularité quand même du radon dont je vous dis, il a tendance à s'accumuler, mais il peut s'accumuler de manière très différente, je dirais, selon les pièces, suivant les moments de la journée, suivant la manière dont se comportent les usagers. C'est ce qu'on appelle la nature volumétrique du bâtiment. Donc ce graphique pour expliquer, pour développer et pour illustrer cette idée. Donc là on est sur une mesure de radon dans une même pièce tout au long de la journée.
Et on voit que tout au long de la journée, en fonction de la manière dont la pièce vit, dont elle est occupée, on voit qu'on a des variations qui sont extrêmement importantes. Donc ça, c'est un sujet important. On peut avoir des concentrations de radon, mais ces concentrations de radon peuvent varier énormément, et surtout, manifestement, on peut agir dessus, dès lors qu'on le réfléchit. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est cet outil? C'est ce qu'on appelle un dosimètre. C'est ce qui permet de mesurer la radioactivité ou la présence de radon dans une pièce. Pourquoi est-ce que je vous mets cette illustration? C'est pour vous dire que, je vous ai dit juste avant que la concentration de radon pouvait varier énormément d'un moment à l'autre dans une pièce. Donc il est important, dès lors qu'on va faire des mesures, de faire des mesures de long terme, puisqu'on se rend bien compte qu'on peut avoir à un moment donné une mesure qui indique une très faible teneur en radon, qui quelques heures plus tard peut complètement varier. L'inverse étant également vrai. On peut avoir une teneur très forte à un moment T, qui ensuite diminue très fortement. Donc sans rentrer dans le détail, sans rentrer dans le système normatif, sachez simplement que les normes et les recommandations ministérielles recommandent de travailler avec ce qu'on appelle des mesures intégrées. Il y a des mesures qui vont durer 2 mois, de manière à avoir une valeur qui soit une valeur cohérente, lissée en moyenne, qui permet d'avoir une idée à peu près précise de la manière dont le gaz vit tout au long de l'année dans le bâtiment. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La carte qui indique les principaux les territoires dans lesquels le risque radon est le plus développé. Donc en fait cette carte cumule 2 types de cartes. La première, c'est les risques géologiques. Donc là on voit très bien massif central, sol volcanique. Quand on va du côté des Vosges, on est plus sur ou en Bretagne, on est plus sur un sol granitique. Donc on est sur ce type de risque. Et puis il y a des départements dans lesquels on a fait des mesures de long cours et qui ont permis de repérer qu'il y avait des risques particuliers. Donc ça permet d'obtenir ce type de carte des risques. Dès lors que vous allez faire la rénovation, dès lors que vous allez construire un bâtiment, je dirais que le premier réflexe, si vous êtes préoccupé par le radon, c'est déjà de consulter ces cartes de manière à avoir une idée du risque potentiel de radon sur le territoire dans lequel vous souhaitez construire ou rénover votre logement. Attention, un élément important, on peut avoir un risque très important dans certains départements, on peut avoir d'autres départements dans lesquels le risque n'est pas qualifié de très important, mais il suffit qu'on ait des sols variables avec des infructuosités par exemple, pour que le risque soit finalement plus important. Donc attention, c'est une carte indicative qui indique les risques potentiels, mais qui n'implique pas forcément qu'il puisse y avoir énormément ou pas de radon. Donc attention à ces éléments-là, la mesure reste importante dans tous les cas. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a une obligation en France pour les établissements qui reçoivent du public, donc les ERP, il y a une obligation de mesure et passer une certaine quantité de becquerel par mètre cube qui oblige à prendre des mesures de remédiation. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez simplement que pour les ERP, il y a une obligation légale, 1, de surveiller, 2, de prendre des mesures si on dépasse un certain nombre de valeurs. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur le site de l'Institut de radiosécurité nucléaire, donc qui traite de ces problèmes et sur lesquels vous trouverez notamment la cartographie que je vous ai indiquée tout à l'heure. Alors, une fois qu'on s'est préoccupé du sol, une fois qu'on a vu qu'on était sur un territoire qui potentiellement diffusait du radon, comment est-ce qu'on peut agir? Il y a fort logiquement deux manières d'agir, soit empêcher le radon d'entrer, soit veiller à ce que celui-ci soit évacué le plus facilement possible. L'idéal étant bien évidemment de cumuler les deux stratégies. Donc quand on voit les voies d'entrée potentielles du radon, elles sont somme toute assez classiques. Elles pourraient être valables pour d'autres types de gaz ou pour d'autres types de problématiques. Ça va être les murs à localisation, ça va être les matériaux quand ils sont poreux, ça va être les joints s'ils ne sont pas correctement faits, ça va être les sols, ça va être les fissures et puis les ouvertures extérieures. Si on regarde les possibilités d'évacuation, donc les possibilités d'évacuation, ça va être là aussi fort logiquement la capacité à évacuer notamment par les ouvrants. Une autre possibilité va être de se concentrer sur le sol. Et plutôt que d'attendre que le gaz se diffuse dans le bâtiment et qu'on soit obligé de l'évacuer, on va essayer de travailler à partir du sol,
notamment à partir de ce qu'on appelle des puisards, c'est-à-dire des dispositifs qui seront là pour capter le radon et l'évacuer depuis le sol. Ok ? L'autre aspect, si on souhaite avoir une évacuation maximale, c'est bien évidemment d'être en mesure également de limiter les entrées, donc d'intervenir, on le voit, sur les fissures potentielles, sur l'étanchéité des gaines, etc. etc. Si on regarde la manière dont on peut évacuer le radon depuis le sol, donc en fait, deux stratégies principales. La première, c'est celle d'utiliser le vide sanitaire, donc comme c'est illustré en haut. Et la seconde, donc, ça va être de mettre en place un puisard. Il faut savoir qu'il y a certains pays, je pense notamment au Luxembourg, dans lesquels on recommande d'installer un puisard systématiquement. Dans le doute qu'on sache ou pas s'il y a du radon dans le bâtiment, d'installer le puisard, de le motoriser par la suite, c'est-à-dire d'augmenter sa capacité à ventiler par la suite, mais par défaut d'avoir ce puisard qui pourra ensuite être mis en œuvre si on s'aperçoit qu'il y a du radon, plutôt que d'essayer de trouver des solutions une fois que le bâtiment est en place. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, à partir de ces grands principes, comment est-ce qu'on peut travailler sur un bâtiment pour éviter l'accumulation de radon, nous, on a fait un retour d'expérience selon les modalités que Marie-Ange vous a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a été sur place, on a rencontré les professionnels, les maîtres d'ouvrage, on a pris quelques photos, et voilà ce que nous, on a pu voir comme pratique qui méritait d'être améliorée. La première problématique, ça renvoie un peu à ce que je vous disais tout à l'heure à partir de la cartographie, c'est-à-dire qu'il est naturellement bien plus difficile, une fois qu'on a déjà coulé les fondations et la semelle d'une maison, de penser à l'étanchéité. Donc là, on voit une tentative de rattraper une étanchéité qui n'a pas été conçue dès le début pour empêcher le radon de remonter jusque dans les logements. C'est à la fois plus difficile et ça aurait été certainement plus efficace si le risque avait été analysé en amont et pas au moment du chantier où on s'aperçoit que finalement on a du radon dans le sol. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les questions de fissures, donc fissures dans les enduits, donc plutôt mauvaise pratique. En revanche, sur ma gauche, effectivement, on voit que pour les gaines, pour les canalisations, on a veillé à ce que l'étanchéité soit correctement effectuée. Une autre problématique quand on a des systèmes de ventilation, notamment quand on a, comme c'est le cas sur ma droite, quand on a un système de ventilation simple flux, on s'aperçoit que dans ces cas-là, le bâtiment étant mis légèrement en dépression, il a tendance à absorber le radon venant du sol, et par conséquent, il est important de prévoir des aérations qui soient vraiment correctement dimensionnées, de manière à pouvoir compenser cette dépression qui absorbe le radon venant du sol. Autre aspect, quand on va avoir une BMC double flux, la BMC double flux peut avoir cet avantage-là que si on la met légèrement en surpression, elle va finalement contribuer à empêcher le radon d'entrer dans le bâtiment. Donc ça peut être une stratégie assez intéressante également. Je vous disais tout à l'heure que la concentration de radon peut varier énormément d'un moment à l'autre de la journée, ou elle peut varier également énormément d'une saison à l'autre. Il suffit par exemple, à un moment donné, qu'on ait chauffage dans un logement, et par conséquent que la chaleur fasse monter l'air, le radon va suivre exactement le même chemin. Il va avoir tendance à se concentrer dans les pièces supérieures du logement. Tout l'intérêt qu'on peut avoir, là aussi dans une stratégie de confinement, de maintien, tout l'intérêt qu'on peut avoir par exemple, comme ici, à créer un sas qui va envelopper l'escalier et qui empêchera le radon de monter en période de chauffe. Je vous ai parlé tout à l'heure de la stratégie qui consiste à utiliser le vide sanitaire finalement pour évacuer le radon. Ça peut être une bonne stratégie à condition de prévoir les aérations qui sont suffisantes. Donc on voit en haut à gauche qu'on avait une aération qui était insuffisante, qui a été changée de manière à pouvoir garantir un flux suffisant. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est tout simplement une ventilation mécanique qui permet d'accentuer le flux tel qu'il est décrit dans le schéma. Donc ça peut être quelque chose de nécessaire, ça peut être quelque chose qu'on doit rajouter en vide sanitaire pour réussir à évacuer le radon. Tout ce qui va être ventilation mécanique peut être intéressant à condition d'avoir en permanence une visibilité sur son état de fonctionnement. C'est-à-dire que si vous avez des systèmes de ventilation qui s'arrêtent et que vous n'êtes pas en mesure de repérer que ce système de ventilation s'est arrêté, vous aurez une accumulation de radon.
Donc il est important de privilégier dans ces cas-là des systèmes avec des voyants qui permettent de déterminer à un moment donné que le système est en état de marche ou qu'il n'est pas en état de marche. Je vous ai déjà parlé du puisard, donc je ne reviens pas forcément dessus. Simplement, ce qu'on voit parfois quand on a des puisards, c'est qu'on voit que l'étanchéité n'est pas totalement assurée. C'est-à-dire que là, on voit le tuyau d'évacuation, on voit que le tuyau d'évacuation sort du sol de manière non étanche et que le radon va pouvoir sortir par le trou tel qu'il est pratiqué dans le sol à ce niveau-là, à proximité immédiate du bâtiment. Sur le positionnement du moteur, je vous disais tout à l'heure, il est important parfois de prévoir un moteur qui va permettre d'évacuer, qui va permettre d'accélérer les flux. Oui, mais dans ces cas-là, prévoir que le moteur soit plutôt à l'extérieur du bâtiment et non pas en amont. Pourquoi? Parce que si on a un problème d'étanchéité dans la canalisation, on va finalement aller capter le radon dans le sol, le diffuser dans le bâtiment à travers une étanchéité qui sera insuffisante, plutôt que de l'évacuer. Tandis que dans une version où le moteur va être à l'extérieur, la ventilation va être à l'extérieur, on va réussir malgré tout à évacuer le radon. Donc ici, mauvaise pratique, l'extracteur, hein, comme je viens de vous l'expliquer, de vous le décrire, donc à l'intérieur du logement. Autre aspect, donc sur l'évacuation, quitte à avoir une évacuation, autant faire en sorte que les gaz soient évacués le plus loin possible et surtout, si possible, pas à hauteur d'homme, de manière à ce qu'il y ait le moins de contact possible entre les habitants du logement et le gaz nocif. Voilà, c'était le tour d'horizon que je voulais vous faire sur ce sujet. C'est un sujet réellement important, encore une fois, hein, il y a un vrai enjeu sanitaire. Il ne s'agit pas de paniquer, mais il s'agit de le prendre au sérieux. Il y a des moyens de le traiter. Encore faut-il être au courant et être en mesure de le maîtriser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais vous parler maintenant du projet Ishakai, qui vise spécifiquement l'impact de la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur. En fait, ce projet, c'est un projet qui a été accompagné par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet Cortea en 2015, qui a duré 4 ans. On a commencé en 2015, il est en cours de finalisation. Bon, il est finalisé en fait depuis le 15. Le montant du projet était de 288 000 € avec une subvention de 184 000 €. Et en fait, c'est un projet qui a cherché à réunir plusieurs partenaires, aussi bien des scientifiques et des chercheurs en santé publique que des acteurs de terrain. Il avait deux objectifs. Le premier, il était scientifique, c'était d'identifier, caractériser et hiérarchiser les éléments qui interviennent en phase chantier, qui pouvaient avoir un impact sur la qualité de l'air après en phase d'exploitation. Et le deuxième objectif était plutôt opérationnel, et c'était de proposer des solutions ou des actions qui permettent aux acteurs de la construction de prendre le sujet de la qualité de l'air à bras le corps. Il s'est déroulé en 5 étapes. La première a été une phase d'enquête et d'état des lieux, et elle a permis, entre autres, de mettre en place un protocole des mesures. La deuxième étape, ça a été d'appliquer notamment ce protocole des mesures sur 2 opérations de construction neuve. Je vous donnerai après plus de précisions. On a fait donc des prélèvements pendant la construction du bâtiment. La troisième étape était d'identifier les bonnes pratiques et directement en lien avec la quatrième étape qui était donc la création d'outils à destination des professionnels. Et la cinquième, ça va être la valorisation et la diffusion de ces bonnes pratiques auprès des acteurs. On attendait 5 résultats notamment. Le premier, c'était de mettre en évidence les facteurs de pollution les plus problématiques en phase chantier, avec les mesures qu'on a fait dans les 2 opérations. La deuxième, c'était d'établir une méthode de suivi de la qualité de l'air en phase chantier, ce qui était très innovant. C'est quelque chose qui a été fait, à notre connaissance et d'après la bibliographie, uniquement 2 fois. La troisième, de proposer des actions, des préventions et des rémédiations faciles à mettre en œuvre par les différents acteurs, de pouvoir les diffuser au plus grand nombre après au niveau des acteurs, et le cinquième, d'alimenter les recherches actuelles sur certains polluants et sur certains matériaux, donc avec ces mesures pendant la phase chantier.
Donc je vais vous faire part de quelques enseignements qui ont été issus de ces analyses sur les chantiers. Donc je vous disais qu'il y avait deux opérations sur lesquelles on a effectué des mesures. La première, c'était un bâtiment des bureaux à R+1, avec un procédé poteau-poutre, des murs en béton et une isolation par l'extérieur, avec un système de ventilation double flux, et dans lequel on avait fait assez attention au niveau des prescriptions à la qualité de l'air intérieur. Et donc la majorité des matériaux étaient A+. Le deuxième chantier, c'était un bâtiment en revanche de logement à R+2. Au niveau du procédé constructif, c'était structure poteau-poutre avec des pignons en béton et par contre des façades à ossature bois pour le reste, en système simple flux hygrobé et des matériaux de finition qui pouvaient aller du A+, à C, donc très peu émissif à très fortement émissif. Au niveau des typologies des mesures qu'on a effectuées, on a effectué d'une part des mesures en continu, notamment des températures, d'humidité de l'air, taux d'humidité de l'air, et après on a regardé plusieurs composants avec une valise multicapteur qui est restée sur les deux chantiers en continu. Et après on a effectué des campagnes de mesures ponctuelles et on a mesuré plusieurs composés organiques volatiles, plusieurs COV. On a fait aussi des prélèvements des poussières dans les gaines de ventilation. On a fait des mesures des fibres particules et également des composés organiques semi-volatiles. Et on a fait aussi des prélèvements des moisissures. Et on l'a fait à cette période bien précise, donc à la fin de l'ordre hors d'œuvre, c'est-à-dire avant tous les secondes œuvres. On a fait après pendant les doublages et cloisonnements. On a fait ensuite pendant la période de enduit peinture d'impression. Après, pendant la mise en œuvre de revêtement des sols souples. Pendant les peintures définition et après, juste avant la livraison. Et en fait, on s'est rendu compte, on a pu se rendre compte qu'en fait, sur les deux opérations qui avaient des caractéristiques bien différentes, on arrivait à trouver à peu près le même profil avec l'évolution des concentrations en composés organiques volatiles globaux par rapport aux différentes phases. Et donc on se rend compte qu'il y a quelques phases qui sont particulièrement émissives. La première, ça va être la peinture définition sur les huisseries. Après, ça va être toute la période des préparations et des mises en œuvre des revêtements des sols souples. Le pic d'après, ce sont les primaires et peintures définition sur métal. Et après, toute la période de menuiserie intérieure bois. Et pour conclure, le nettoyage. Vous voyez, le nettoyage est aussi assez émissif. Et ça nous a permis aussi de nous rendre compte d'autre chose. C'était qu'au moment où on mettait la ventilation en route, ben en fait, les concentrations des polluants chutaient de manière assez rapide. Le deuxième constat qu'on a pu effectuer, c'est que pendant tout le chantier, il y a une humidité élevée, ce qui induit en fait un risque de développement fongique qui est important. Vous voyez sur la courbe bleue l'humidité extérieure et sur la courbe rouge l'humidité intérieure. Et en fait, vous voyez que les variations au niveau extérieur sont très importantes, or à l'intérieur, elles sont relativement peu importantes, mais elles se situent quand même pendant très très longtemps autour de 80%, et ce qui est extrêmement élevé, et on est directement dans la plage de développement fongique en fonction des températures qu'on peut obtenir sur le chantier. Et on voit notamment qu'il y a des phases effectivement qui peuvent amener de l'eau. Vous avez la partie réalisation des vents de placo-élissage, où on a un premier pic où la concentration augmente. Il y a une deuxième au niveau des primaires, bouche-port et enduit d'élissage, où on a aussi des pics en fait qui augmentent. Donc, on a pu identifier différentes problématiques de gestion de l'humidité en phase chantier, dont certaines, on s'était déjà rendu compte avec le dispositif Rex Bâtiment performant. Donc, on est arrivé vraiment à des points de convergence. Donc, d'une manière générale, on a trouvé un contexte qui est favorable à la présence d'humidité. Donc, l'évaporation d'eau qui est due au béton et aux différentes filières humides, la réalisation d'enveloppes étanches avec peu d'ouverture et une absence de ventilation propre à la phase chantier, et aussi l'intervention parfois prématurée de certains corps d'État qui arrivent et interviennent avant
le séchage de différents supports. Et deuxième, c'est que les entrées d'eau pluviales, elles sont souvent pas contrôlées pendant la phase chantier et après leur dos hors d'œuvre. Le respect du planning des chantiers dans les traitements de l'étanchéité n'est pas toujours respecté. Les traitements des chutes d'eau laissent beaucoup à désirer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'évacuations qui restent en attente, qui ne sont pas raccordées. Et en fait, il y a des entrées d'eau à l'intérieur du bâtiment. Et il y a certains traitements des menuiseries extérieures aussi qui peuvent laisser à désirer. Le problème des stockages des matériaux dont je vous ai parlé tout à l'heure est aussi un facteur qui pouvait être propice à une amenée d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Et après, il y a des tâches propres au chantier, comme j'ai pu l'évoquer, qui peuvent émettre de l'humidité une fois le bâtiment hors dehors d'air. Et la mise ultérieure des chapes, notamment, on n'avait pas de chapes dans ces deux chantiers en particulier, mais les enduits peinture des finitions qu'on a vues ont donné lieu à une augmentation de l'humidité intérieure. Donc, quelques photos pour illustrer les propos. Notamment, on a trouvé des moisissures sur la charpente qui avait été stockée à l'extérieur. On a rencontré des problèmes de stockage des matériaux, vous pouvez les voir avec les plastiques qui étaient ouverts, donc une prise d'eau par les matériaux. On a eu des problèmes des traitements sur les évacuations d'eau pluviale. Et à droite, vous pouvez constater des moisissures en fait sur les joints des menuiseries. La deuxième problématique que nous avons rencontrée, identifiée, ça va être aussi l'empoussièrement des réseaux aéroliques. C'est-à-dire que les mesures que nous avons pu réaliser nous ont permis de nous rendre compte que les huiles des galvanisations qui sont présentes dans les conduits et qui ne sont pas nettoyées en fait avant d'être livrées sur les chantiers et des conduits qui ne sont pas non plus encapuchonnés, en fait, accrocher les poussières tout au long du stockage, mise en œuvre de ces conduits. Et donc, on arrive à des niveaux d'empoussièrement relativement importants, mais aussi dans le stockage, en fait, des différents polluants parmi ces poussières. Et dans le cadre d'une ventilation double flux, si on est sur le réseau d'insufflation, en fait, qui peuvent être réinsufflés dans le bâtiment une fois le système de ventilation en route. On a identifié aussi, heureusement, de bonnes pratiques. Je vais vous faire une synthèse. On les a structurées sur 4 thématiques et on a fait 2 rubriques. Une pour la construction neuve ou la construction générale et après une deuxième partie qui est bien spécifique à la réhabilitation. Donc la première thématique va être la contamination chimique. Et là, on a essayé d'identifier des bonnes pratiques pour limiter les émissions de polluants, réduire l'impact des émissions, évacuer les polluants et pouvoir les mesurer. Quant à la contamination particulière, on va être dans des domaines similaires, donc réduire les émissions et pouvoir évacuer les particules. Pour l'humidité, la contamination fongique, la première, ça va être de traiter l'humidité du sol, gérer les entrées d'eau pluviale, prendre en compte l'humidité issue des matériaux et des produits de construction, et évacuer l'humidité à l'intérieur du bâtiment. Et pour finaliser, la protection et la mise en œuvre du système de ventilation. Pour la rénovation, en plus, il va falloir tenir compte d'une première phase de diagnostic sur différents polluants réglementés ou non réglementés ou des problèmes d'humidité. Aussi la protection des zones occupées si on est dans des chantiers qui se déroulent en présence d'occupants. Pour la préparation des supports, la prise en compte aussi de l'état des supports et notamment des parois, de la présence de problèmes de capillarité ou autres, et la protection du système de ventilation existant pour éviter qu'il soit empoussiéré, etc. Si on passe directement sur les actions elles-mêmes, en ce qui concerne les matériels et produits de construction, donc on a parlé tout à l'heure, on va aller vers des produits faiblement émissifs et on va essayer d'éviter des produits, des préparations, des surfaces qui puissent être à l'origine des concentrations importantes des polluants à l'intérieur du bâtiment. Donc je ne vais pas vous les réciter, vous les lirez quand on vous remettra la présentation. Il y a des alternatives
moins émissives. Je l'ai dit ce matin, il faut vraiment réfléchir à ces alternatives et les privilégier. Et aussi pour certains produits, il faut faire attention en fait au dosage. Si on surdose, on peut donner lieu à un risque de plus forte concentration de polluants. Il y a aussi des actions dont il faudrait tenir compte dès lors qu'on réfléchit au plan d'installation des chantiers. Et ça va être des réflexions sur les zones de stockage spécifiques aux matériaux poreux ou sensibles à l'eau, donc qui soient protégés, ça va être les isolants, les plaques des plâtres, les faux plafonds, etc., etc. Donc qui soient bien à l'abri des intempéries. Il va falloir aussi réfléchir à des zones de stockage et des matériaux et produits qui soient émissifs pour éviter que ces produits émissifs en fait contaminent d'autres produits qui ne le sont pas et qui sont poreux et qui puissent désorber en fait après cette pollution. Et ça va être notamment le revêtement des sols souples, les menuiseries intérieures en bois, les matériaux peinture, colle, vernis, etc. Et donc il va falloir les stocker dans un secteur soit très ouvert, soit fermé, mais ventilé. Et après, il faudra envisager des zones dédiées aux découpes et à la réalisation des mélanges. Sur le planning des chantiers, il va falloir aussi faire attention à certains aspects, notamment l'enchaînement des tâches, le respect des temps de séchage, et de bien tenir compte en fait, des dispositions de réception des supports, notamment en ce qui concerne le taux d'humidité, l'humidité résiduelle, donc conforme aux règles de l'art, et dans la mesure du possible, retarder la mise en œuvre des matériaux poreux pour qu'ils n'absorbent pas et désorbent par la suite. Sur les systèmes de ventilation, ce sont des choses de bon sens, encore une fois, mais qu'il convient de répéter pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Il y a encore beaucoup d'installations qui sont non conformes. Donc respecter les règles de l'art dans la mise en œuvre du système et des réseaux aéroliques. Rendre accessible pour l'entretien et la maintenance tous les composants du système. Pensez bien à installer des trappes, à créer des locaux techniques suffisamment grands pour qu'on puisse y accéder. Et après, traiter la perméabilité à l'air des réseaux aéroliques de manière à éviter les pertes de charge. La dernière des actions, ça va être d'avoir recours à une ventilation provisoire pendant la phase chantier, en fait, qui va d'une part traiter la contamination chimique et la contamination physique par des fibres et des particules. Et la deuxième, ça va être aussi pour évacuer l'humidité pendant la phase chantier. Donc, on a vu les phases qui étaient plus fortement émissives et les phases qui présentaient en fait plus grande concentration d'humidité. Donc, c'est à ces phases-là qu'on va privilégier cette ventilation provisoire des chantiers ou une aération par fenêtre avec des moyens relativement simples. Et voilà, pour les modalités, ça va être un extracteur avec des gaines, ou alors on peut mettre des grilles par exemple dans une fenêtre qui n'est pas condamnée, qui permet d'aérer le bâtiment tout le long du chantier. Les livrables du projet sont finalisés, ils seront en ligne d'ici la fin de la semaine. Il y en a 3. Le premier, c'est une plaquette de sensibilisation à l'attention de tous les acteurs professionnels. Le deuxième, c'est un guide méthodologique qui en fait vise à sensibiliser chaque acteur sur les actions qui permettent de mettre en place une dynamique collective pendant la phase chantier, permettant d'obtenir une bonne qualité de l'air en phase d'exploitation. Et le troisième, c'est un outil d'aide à la décision qui présente près d'une centaine d'actions qui sont relativement faciles à mettre en œuvre. Et c'est un outil qui permet en fait de sélectionner les actions par rapport aux caractéristiques ou aux spécificités de chaque projet en termes de ventilation, en termes de chauffage, si c'est de la construction neuve, de la construction ancienne ou de la filière. Ces livrables, ils sont structurés selon 4 thématiques. La première, ça va être les contaminants physiques et chimiques. La deuxième, ça va être l'humidité. On va avoir en troisième les équipements. Et après, on va voir les aspects organisationnels des chantiers. Il y a notamment un planning des chantiers qui permet de repérer les actions qui doivent être mises en place à chaque moment. Et en fait, ces 3 outils présentent des niveaux d'information qui sont complémentaires. Donc sur la plaquette, on va trouver les grands principes
Après, sur l'outil méthodologique, acteur par acteur, on va viser vraiment les tâches qui sont importantes. Et ensuite, sur l'outil d'aide à la décision, on va être beaucoup plus exhaustif. Et on va pouvoir trouver des actions plus détaillées. Donc, je vous invite à consulter le site de l'Agence Qualité Construction. Moi, je vais juste me présenter. Donc, je m'occupe, c'est un petit peu long, du campus des métiers éco-construction et efficacité énergétique. Donc, en fait, le but du campus, c'est vraiment de répondre aux enjeux du bâtiment. Donc, aujourd'hui, on l'a vu, la qualité de l'air intérieur, c'est un enjeu fondamental, c'est un enjeu sanitaire. Mais dans le bâtiment, il y a d'autres enjeux sur lesquels on travaille. Donc, je vais juste rapidement insister là-dessus pour vous expliquer à quoi sert le campus. Donc déjà, le secteur du bâtiment, pour les étudiants qui sont présents, qui ont choisi de s'orienter vers là, et pour les professionnels qui sont présents, je pense que vous le savez aussi, c'est un secteur qui recrute. Il faut savoir qu'il y a des métiers où il y a des difficultés de recrutement qui s'élèvent à 100%. Par exemple, pour les électriciens dans le Grand Est, c'est très compliqué, pour les ouvriers qualifiés dans le bois, pour les maçons, pour les ingénieurs BTP. Que ce soit n'importe quelle filière, n'importe quelle, on va dire, qualification, c'est compliqué. Parce qu'il y a du travail, mais il y a peu de gens qu'on arrive à trouver. On arrive aussi à beaucoup de gens qui sont demandeurs d'emploi, qui sont formés dans le bâtiment, et pourtant on n'arrive pas à faire rencontrer les entreprises avec les personnes qui recherchent un emploi dans le bâtiment. Un autre enjeu aussi, qui est dans le Grand Est, mais aussi au niveau national, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont vers des filières, qui choisissent de s'orienter vers le bâtiment, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et que ce soit sur les enjeux de qualité de l'air intérieur, mais de manière plus générale sur tous les enjeux qui touchent à la transition écologique, faut former en masse, parce qu'il y a des nouvelles réglementations, il y a des nouveaux matériaux, il y a plein de nouvelles choses à acquérir, de nouvelles compétences, que ce soit par type de métier ou alors des compétences plus transversales. Donc c'est vraiment des enjeux de formation forts dans le secteur du bâtiment. Donc l'idée du campus, en fait, c'est vraiment d'une part de promouvoir les métiers et les formations autour de l'éco-construction et de l'efficacité énergétique, de répondre aux besoins des nouvelles compétences avec la formation qu'on va vous présenter par exemple, participer aussi donc à l'évaluation des niveaux de qualification et bien entendu de sensibiliser sur tous les futurs professionnels aux enjeux à la fois de qualité, comment bien construire, comment bien rénover un bâtiment pour qu'il soit durable et performant. Voilà donc le travail essentiellement en Alsace, sur le Haut-Rhin et sur le Bas-Rhin, avec des lycées, des CFA. Il y a aussi les écoles d'ingénieurs, les UT. Mais on travaille aussi avec les branches professionnelles et des acteurs plus institutionnels, comme dans le cadre aujourd'hui de cette conférence, donc avec Énergie.pro, la lycée. On est accueilli aujourd'hui par le lycée Gustave Eiffel, qui est également membre du campus. Alors c'est dans le cadre en fait de cette collaboration, c'est de travailler ensemble. L'idée c'est d'avoir tous les acteurs autour de la table pour se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut répondre à différents enjeux? Et c'est justement en discutant qu'on s'est rendu compte la qualité de l'air intérieur, c'est un enjeu majeur, mais qu'il n'y a pas vraiment de formation qui permette... on pourrait agir grâce à la formation, mais actuellement en France, il n'y a pas vraiment de formation qui est dédiée à ce métier. Donc l'idée, en fait, au niveau du campus, ce qu'on a fait, on a réuni des acteurs locaux. Donc il y avait la région, il y avait aussi donc, les branches professionnelles avec la CAPEL qui est venue nous voir pour nous dire écoutez, il y a un besoin de formation sur le métier de ventiliste. Il y avait Greta Lorraine aussi qui était très intéressée par cette thématique. Donc ce qu'on a fait, on a monté un groupe de travail et on s'est réunis plusieurs fois afin justement de pouvoir rédiger un référentiel d'activité qui permettrait de construire ce métier de ventiliste au niveau local, au niveau de la région Grand Est. Donc aujourd'hui, cette formation, elle va ouvrir dans les trois académies de la région Grand Est et elle va particulièrement ouvrir dans le lycée Gustave Eiffel. Et je pense que là c'est juste un petit aperçu du référentiel qui vous permet de voir un peu comment est-ce qu'on a voulu penser les activités du ventiliste. Mais je m'attarde pas trop, parce qu'en
fait, je vais donner la parole à M. Dzunka, qui lui va particulièrement vous présenter comment cette formation va avoir lieu, comment elle va être intégrée au sein du lycée à partir de la rentrée. Bonjour à tous. Donc l'idée c'était de faire une formation complémentaire d'initiative locale. Ça nous permettait déjà pour nos élèves sortis du bac d'intégrer la formation. Donc je ne vais pas revenir effectivement sur les champs de compétences et puis ce qu'on attend d'un Ventilly. Je crois qu'on a tous conscience des enjeux et puis comme notre métier d'énergéticien, moi j'ai plutôt une tendance chauffagiste sanitaire et en véritable mutation. Donc il faut qu'on prenne nous aussi. La ventilation faisait partie de notre formation, mais c'était un peu le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on en faisait, mais à mon sens pas suffisamment par rapport aux enjeux qu'on a. Donc l'idée de cette organisation de formation, elle va se dérouler un peu comme une alternance, elle sera ouverte, vous verrez, je vais vous le dire. Donc l'idée c'est d'avoir 200 heures ensemble de formation, dans lesquelles on va, je vous dirai les contenus, mais dans lesquelles on va avoir tous les apports théoriques et aussi pratiques. 200 heures en entreprise, on a travaillé avec des entreprises du secteur, ils nous ont accompagnés dans les démarches de réalisation du cahier des charges. L'effectif, on aimerait cibler sur 12 à 15 élèves de formation. Il ne faut pas qu'on soit trop gros pour pouvoir travailler sur nos plateaux techniques. Les prérequis donc, pour arriver dans cette formation, ça sera un niveau 4. Donc il sera ouvert au bac pro électricien et au métier d'énergie. Donc en gros les installateurs des systèmes climatiques et des maintenanciers. Donc les activités, ça va être de faire la mise en œuvre et voir la faisabilité des installations, de travailler sur la mise en œuvre des réseaux aéroliques et l'implantation des systèmes, de mettre en service, contrôler, régler l'installation, faire aussi l'entretien et vérifier la conformité d'une installation pour pouvoir remédier aux différentes problématiques. Alors, nous aussi, vous mettiez tout à l'heure en fait, le contenu un peu de la formation, effectivement on y a réfléchi et on a dégagé 3 gros modules, avec un des premiers modules qui serait la conception, ce qui va nous permettre d'identifier les problématiques du bâtiment, dimensionner et puis implanter, faire un chiffrage, tout ce qui est très pratique. Une deuxième partie qui sera la mise en œuvre, avec tout ce qui est préparation de chantier, l'installation, le raccordement, une mise en service et une vérification des réglages et des systèmes pour leur bon fonctionnement. Et un dernier module qui va être sur la maintenance, qui va être à la fois préventive, corrective, améliorative, forcément, et puis prévoir un plan de maintenance sur ces différents systèmes. Alors pour ce faire, on a plusieurs plateaux. On a la chance d'avoir dans l'établissement un plateau Praxibat. On a construit ça avec la région et l'ADEME. Donc on a un plateau qui est assez conséquent, sur lequel on va pouvoir, qui a été entièrement réalisé par nos élèves dans l'enceinte du bâtiment. Donc on a 2 étages. Un premier qui va être dédié à la ventilation simple flux. Donc ça va être des petits modules sur lesquels on va pouvoir intervenir avec nos apprenants, donc sur les différents systèmes. Donc ils doivent faire la réalisation. En fait, ça va être une maquette de ce qu'ils peuvent retrouver en entreprise. À l'étage, on va travailler sur sur 2 VMC double flux. Donc là, on a fait des partenariats avec des fabricants qui nous donnent du matériel et nous accompagnent dans différentes démarches et on profite de leur expertise aussi. L'idée à terme aussi, c'est de développer ce bâtiment pour faire aussi de la ventilation collective. Dans cette formation LCIL, l'idée, on a proposé, puis on trouvait que ça avait du sens. Là, on a modélisé notre atelier, on a un atelier énergétique en fait. L'idée, c'est de partir des contraintes et puis des problématiques dans notre établissement. Et dans un premier temps, on aimerait réaliser le traitement de l'air de la zone maintenance qui est en bas à gauche et d'une salle informatique qui est totalement fermée, il n'y a pas de vitrage et on a des vrais problèmes de ventilation. Donc je pense que là, avec des relevés sur place, des mesures, on va pouvoir faire du dimensionnement et essayer d'éliminer les différentes problématiques et bien entendu faire toute la partie réalisation. Donc ça c'est la zone maintenance qu'on aimerait traiter dans leur année de formation. Donc pour ce faire, on a déjà plus ou moins un peu étudié, mais l'idée c'est qu'avec les apprenants, on dégage un système. Là, ça serait par exemple de mettre une centrale de traitement d'air sur laquelle on va pouvoir faire toute la partie mise en œuvre et aussi maintenance. C'est-à-dire toute la partie aérolique. À la fois, on fera aussi, il y aura une batterie de chauffage, une batterie de refroidissement pour pouvoir faire un peu traiter en été. Puis pour nous, ça nous permettra, avec nos élèves qui sont en bac pro TISEC, TEMSEC et BTS qui sont ici aussi dans la salle, de faire des études énergétiques, des bilans thermiques. Et la salle informatique,
l'idée, effectivement, c'est de la traiter avec une VMCW. Voilà, après, l'idée générale, en fait, c'est de les rapprocher le plus possible de ce qu'ils vont retrouver en entreprise, les préparer au mieux pour qu'ils intègrent la vie active ou qu'ils trouvent tout de suite un employeur.